L'histoire racontée ici est très largement inspirée du film La colline à des yeux, du réalisateur américain Wes Craven, qui l'a tourné en 1977. Souvenons-nous qu'il est aussi le réalisateur du film d'horreur Scream, film qui a marqué tant d'esprits. Nul doute que l'homme sait mettre en place des décors et des ambiances adaptées à la peur et à l'étrange. La première version ayant fait tout juste un nombre d'entrées correctes, un remake est très vite imaginé. Cette fois-ci, l'action doit être plus sombre, plus intimidante, plus accrocheuse, prendre littéralement aux tripes. On y jouera l'effroi plus que le suspense. Et les spectateurs ne vont pas rester longtemps sur leur faim. Wes Craven, le réalisateur des deux films, tournés en 1979 et en 1987, a dit s'être inspiré d'une histoire vraie pour produire le scénario de ses films. Effectivement, après de nombreuses recherches et vérifications, le réalisateur a pu constituer un scénario allétant et terrifiant. L'histoire qui a inspiré La colline à des cieux vient d'un fait divers qui se serait passé en Écosse au XVIe siècle. L'histoire de Sawyer Bean et de sa nombreuse famille. Il faudra attendre l'année 2006 pour que le réalisateur français Alexandre Aja s'y attelle. Dans sa version à lui, une famille américaine type, la famille Carter, décide de se rendre en Californie pour fêter l'anniversaire de mariage des parents. Pendant leur voyage, qui est assez long, la petite famille décide de faire un détour pour traverser le désert du Nouveau-Mexique, que personne d'entre eux ne connaît encore. Rappelons-nous tout d'abord le script de ce film captivant et tourné hors des sentiers battus habituels, là où l'imaginaire le dispute au rêve, au fantastique et à l'horreur, là où l'on ne sait plus très bien distinguer le réel du surnaturel, le vrai de l'effroi. Dans les premières images, nous sommes avec la famille Carter, sur la route de la Californie. Ils arrivent dans la région chaude et désertique du Nouveau-Mexique. Il faut refaire par prudence le plein de carburant du break familial, se restaurer aussi, acheter quelques friandises et boissons pour la suite du trajet. Sur les conseils du gérant de cette station-service, snack boutique, typiquement américaine, comme il en existe tant au bord des mythiques routes américaines, ils vont emprunter un chemin inconnu, non signalé par des panneaux et qui n'est pas non plus répertorié sur leur carte. Au début, le chemin est carrossable et ils ne s'en font pas, mais ils vont malheureusement être immobilisés par une panne de leur voiture. Au bout d'un long moment, il faut bien se rendre à l'évidence. Ils sont en panne, perdus au beau milieu du désert aride et sec, de cette Amérique profonde qu'ils ne connaissent pas. C'est alors, par le jeu de mécanismes hallucinants qui vont s'enchaîner, que leur pire cauchemar va commencer. La famille Carter va tomber, bien involontairement et sans les avoir provoqués, sur une famille d'humains cannibales
qui, du fait de multiples transformations génétiques dues à d'importantes radiations nucléaires, sont devenus ainsi. Si cette histoire semble a priori tout droit sortie de l'imaginaire du cinéaste, largement enjolivée, qui plus est par des effets spéciaux marquants et toute sa fougue, il semble néanmoins qu'elle ait pu s'inspirer librement de faits réels remontant au XVIIe siècle et qui se seraient déroulés en Écosse. Oui, des faits similaires auraient bel et bien existé en Écosse, et ce, au XVIIe siècle. Même si ce mythe n'a pas entièrement disparu de nos jours, malgré l'évolution de la société, l'Écosse du XVIIe siècle reste un pays mystérieux, perdu tout là-haut, aux confins même de la grande Angleterre, entre mers déchaînées, vents terribles, brumes permanentes et mystères séculaires. C'est un pays de relégation, peuplé, croit-on, et la légende est tenace, de sorcières, d'esprits maléfiques, de revenants, d'âmes tourmentées, de géants, de sauvages, d'individus non civilisés, bagarreurs, tueurs et frondeurs. Et cela suffit amplement à créer et à entretenir des légendes, de celles qui ont cours les longs soirs d'hiver, dans les chaumières, à la traditionnelle veillée. L'une d'elles, sans doute embellie et amplifiée à force d'être racontée au coin du feu de genêts et de brandes sèches, est celle de cet Alexander Sonneur Bean. Il est un homme du pays, dit-on, mais en réalité, on sait fort peu de choses de lui. Alexander Bean serait né à Est-Lothian à la toute fin du XVe siècle et aurait appris le métier de tanneur. Plus tard, il sera amené à déménager à travers le pays, à s'installer dans l'Ayrshire, en Écosse, où il va convoler en justes noces. Les nouveaux mariés vont ensuite s'installer à demeure à Benane Cave, près de Ballant, toujours dans l'Ayrshire. La grotte de Benane qu'ils ont choisie était plutôt une demeure imposante, avec des tunnels pénétrant dans la roche solide et s'étendant sur plus d'1 mille de longueur, ce qui est phénoménal. De surcroît, l'entrée de la grotte était inondée sur plusieurs centaines de mètres, 2 fois par jour à marée haute, ce qui en fait une belle et sûre protection naturelle, un joli coupe-courant. De plus, la cavité découverte, presque par hasard, comportait de nombreux passages latéraux, donnant naissance à de multiples alcôves. Des enfants naissent en grand nombre, et même avec un taux de mortalité infantile élevé. La famille s'accroît vite. Aucune vie sociale, aucune éducation, aucune règle ne régissent ce semblant de famille, qui est en fait plus qu'une meute ou un clan tribal. L'homme serait en fait devenu au fil du temps le chef d'un clan écossais devenu cannibale. Au fil du temps, par goût immodéré de la viande et de trop maigre chasse, qui les a fait courir des heures durant sur les maigres landes sauvages où rien ne pousse guère, hormis les lichens et quelques genêts. Faute d'un métier stable et d'avoir trouvé un employeur qui le supporte, Alexander avait l'intention, mais aussi le besoin vital, de subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse et aux enfants premiers-nés, grâce aux produits du vol et de débroussaillage des voyageurs et pèlerins de grands chemins. Il lui apparaissait assez simple de tendre une embuscade aux voyageurs circulant sur les routes étroites et isolées qui reliaient alors les villes et villages de la région.
mais pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais être reconnu et identifié pour ses crimes, il devait assassiner ses victimes. L'histoire, riche en anecdotes et faits invérifiables, rapporte aussi que l'homme se serait marié avec une femme, elle aussi native de ce pays perdu, et que le couple aurait très vite décidé, faute d'avoir une massue et un toit, d'emménager dans une grotte sur la côte de Galloway. La vie menant son cours, de nombreux enfants auraient aussi vu le jour au sein de cette maison troglodyte. Tout cela est plausible, bien sûr, car on ne connaît que fort peu l'antériorité de pays, l'histoire de sa population, son évolution à travers les âges. Mais on sait avec certitude que la famine, la maladie, les vices et l'ennui y ont régné en maître. Pour gagner leur vie, les membres de la famille auraient donc décidé de tendre des pièges aux quelques voyageurs aventureux qui passeraient sur les routes voisines afin de s'approprier leurs biens. C'était pensé sans scrupules, sans état d'âme. C'était ainsi et il fallait bien survivre. Et il y avait toutes ces bouches à nourrir. Alexander, le chef de la famille, homme rude et fort, incontesté par sa stature et son autorité naturelle, aurait mis en place un stratagème particulièrement astucieux pour les surprendre, une fois la nuit tombée, sur les chemins traversant des landes sauvages et des terres de bruyère tout aussi inhospitalières, leur tendant de véritables embuscades auxquelles ils ne pouvaient en aucun cas échapper, et les dépouiller ensuite. L'histoire ne dit pas comment la surprise joua, ni comment l'homme, soigneusement caché, déboula devant ses victimes, les détroussa et sans doute les mit à mort. Car il ne fallait pas laisser de témoins ni de traces de ces méfaits répétés. On pense, avec une logique macabre et toute rituelle, que les corps auraient alors été traînés jusque dans la grotte familiale, dont l'entrée était soigneusement dissimulée. D'ailleurs, qui aurait osé s'aventurer sur les chemins tortueux et malfamés de cette Écosse légendaire ? Il fallait bien les enlever des chemins empruntés et les soustraire à la vue des autres passants. Et là, l'horreur se joint quelque peu au rituel satanique. Il fallait bien se nourrir, manger pour survivre. L'occasion est trop tentante. Alors, pour que le père de famille reste le maître incontesté de la tribu, le meneur du clan, il met en place une véritable organisation, mi-clanique, mi-familiale, avec ses règles strictes et un rôle défini attribué à chacun. Aujourd'hui, on dirait qu'on a affaire à une organisation de type mafieux. Le régime riche en protéines semblait être profitable à tous, puisque Madame Bean enfantera bientôt tous les 9 mois. Des bébés vont naître, certains mourront, mais tous avaient goûté la chair humaine. Au fur et à mesure, la fratrie s'agrandit par effet d'inceste. Alors, pendant plus de 2 décennies, des générations de bébés sont nés et ont grandi dans la grotte de Benan, perfectionnant patiemment leurs compétences en matière de meurtre et de cuisine cannibale, y compris l'art, aujourd'hui perdu, de saler et de mariner la chair. Des parties de corps curieusement préservées, mais en décomposition, ont été découvertes par des pêcheurs échoués sur les plages environnantes de la région, sans qu'on puisse donner un sens raisonnable à la découverte. Certains membres de ce clan sont chargés de dépouiller les corps de leurs objets de valeur et de leurs vêtements, toute affaire qu'ils répertorient et trient. D'autres vont se charger de stocker les corps
en attendant de les dépecer et de les manger. Pour éviter qu'ils ne pourrissent, la putréfaction étant l'ennemi juré de la conservation, ils appliquent de vieilles recettes de marins partant au long cours. Les corps sont immergés dans des barils où ils vont mariner dans une saumure au goût indéfinissable, ou alors ils sont éviscérés, séchés, salés et suspendus à des crochets. Au fil des années qui passent, la famille a grandi et, grâce à son régime riche en protéines, elle s'est très vite agrandie. Et à mesure que la famille s'agrandissait, leur appétit grandissait également, ce qui est mathématique. On ne chassait pas, on ne cueillait pas, on ne cultivait pas. Jusqu'à une demi-douzaine de victimes auraient été surprises en embuscade et tuées à la fois lors d'opérations qualifiées de style militaire et menées par l'armée de Alexander Bean. Les corps étaient ramenés à la grotte pour y être soigneusement préparés, puis dépecés pour le garde-manger par les femmes. Tout cela va durer pendant 2 décennies, 20 ans, durant lesquels le clan Bean, qui ne cesse de s'accroître en donnant naissance à plus de 50 bébés par an, tous nés de l'inceste, continuera de prospérer et de vivre, quasi en autarcie de son macabre business. Au total, plus de 1000 victimes auraient été capturées, mises à mort, soigneusement dépecées et finalement mangées, dévorées peut-être par cette gigantesque et monstrueuse famille carnassière cannibale. Malgré l'éloignement des grandes villes, malgré les multiples craintes inspirées, cela finit quand même par se savoir et à émouvoir les autorités du pays, le clergé très puissant alors et le peuple. Car ce qui va perdre à jamais le clan et son chef tyrannique et incontesté, ce Alexander Bean, ivre de chair humaine, à force de ne se nourrir plus que de cela, c'est la répétition accélérée des faits et leur commission toujours au même endroit. Et le fait de ne jamais retrouver de corps est plus qu'étrange. On avancera vite des théories paranormales, inspirées par le malin, théories que l'Église se gardera bien de contredire. C'est du pain béni pour elle. Cette faute, lourde de conséquences pour eux, et en grande partie imputable à leur naïveté et leur évident manque de jugeote. Ils pensaient continuer à sévir tous les jours et toujours au même endroit, ce qui va les perdre. Car même le lapin hors de son terrier réfléchit et ne se laisse plus guère attraper trop facilement. Les autorités locales avaient désormais établi ce qui devait être, et ce qui doit encore être à ce jour, la plus longue liste de personnes disparues jamais établies dans le pays. La peur permanente, l'angoisse au quotidien, la crainte du maléfique font le reste. Il faudra attendre qu'une femme soit tuée un jour devant les yeux de son époux, accompagnée de plusieurs autres témoins, revenant tous d'une importante foire locale, pour que le plan diabolique de Alexander Bean soit mis à mal. Le mari, cavalier émérite, lourdement armé, et les autres forains arrivent à s'échapper, en ayant blessé au moins, ils en sont sûrs, le chef de clan. Après un bref et violent échange, l'armée mal organisée et mal commandée de Alexander Bean se retrouvera pour la première fois en désavantage numérique et se retirera devant ce premier groupe, vite renforcé par d'autres forains et marchands qui suivaient, et fuira rapidement dans la grotte pour sauver sa peau, soigner les blessés et aussi réexaminer la situation. En se retirant, ils ont laissé derrière eux, contraints et forcés, le corps mutilé d'une femme éventrée, comme preuve contre eux, une vingtaine de témoins et un mari très en colère. Cela signera leur fin.
L'homme survivant miraculé et veuf éploré a été emmené devant le magistrat en chef de Glasgow, qui, après avoir entendu l'histoire et l'avoir comparée à la plus longue liste de personnes disparues et aux nombreux rapports faisant état de mystérieuses parties de corps marinés, a décidé de porter l'affaire directement au sommet du royaume. Comme auparavant, les recherches se sont étendues à la campagne et au littoral de Lancashire, et comme auparavant déjà, rien n'a été découvert. On ne comprenait pas, et cela ajoutait bien sûr au côté mystique et satanique de ces nombreux rapts où jamais un corps n'était retrouvé. C'était cependant le cas jusqu'à ce que les chiens détectent l'odeur de chair humaine en décomposition alors qu'ils traversaient une grotte partiellement gorgée d'eau. La chasse à l'homme approchait. Le souverain, le roi Jacques VI, roi d'Écosse, rapidement arrivé dans l'Hampshire avec une petite armée de 400 hommes et une meute de chiens pisteurs, et qui avait déjà personnellement entendu parler de cette famille de tueurs en série, cannibales à l'envi composés de femmes et d'hommes, souvent dégénérés, dit-on, qui sévissaient impunément, va diriger les opérations. Le souverain prend cela comme un défi personnel et pour asseoir son autorité sur ces sujets, il va lancer la plus grande chasse à l'homme que l'Écosse ait jamais connue dans son histoire. On n'est pas loin de l'histoire qui accourt en France avec la bête du Gévaudan. Au vu de la gravité particulière des faits qui lui sont rapportés, le roi Jacques VI se serait personnellement rendu sur la côte de Galloway, d'où il lance des meutes de chiens pisteurs lancés à la recherche des membres du clan Alexander Bean. C'est comme ça qu'ils auraient fini par trouver, à force de patience et de recherche perpétuelle, l'entrée de la grotte familiale, la même où régnait l'horreur. À la lueur des torches, les troupes du roi sont finalement entrées dans la grotte de Bénan et, les épées dégainées, elles ont emprunté le passage sinueux d'1 kilomètre de long jusqu'aux profondeurs intérieures du repaire de la famille Alexander Bean. À l'intérieur, les pisteurs, guidés par une insoutenable odeur de décomposition, tombent face à face sur une véritable organisation de boucherie humaine. Viscères, os démembrés, crânes jonchent le sol. Le moins qu'ils constatent dans ce cloaque immonde, c'est que l'hygiène la plus élémentaire n'y est pas. Et n'oublions pas tout de même que nous sommes à la campagne, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, où l'hygiène était parfois encore un gros mot. C'est pour dire ce qu'ils ont dû voir. Rien n'aurait pu les préparer au spectacle dont ils ont été témoins ce jour-là. C'est l'horreur absolue qui les attend. Les parois humides de la grotte étaient parsemées tout le long, de rangées de membres et de parties de corps humains, comme de la viande suspendue dans une boucherie ou un étal. D'autres zones de la grotte, à peine plus propres, stockaient des paquets de vêtements, des tas de montres et de bagues, ainsi que des tas d'os abandonnés lors de fêtes précédentes et de repas gargantuesques. Après un bref combat, n'oublions pas que ce n'est quand même pas leur spécialité et qu'ils ont affaire là à l'armée du roi. Toute la famille Alexander Bean, au nombre de 48 personnes, fut arrêtée et emmenée à pied à la prison de Talbot, à Édimbourg, la grande ville, siège du comté. Le roi lui-même caracolant en tête de la troupe. Leurs crimes ont été considérés comme si odieux que le système judiciaire normal pour lequel l'Écosse est si réputée a dû être abandonné. Il n'est pas difficile d'imaginer le sort qui leur est réservé. La violation manifeste des règles de l'Église anglicane s'ajoute
aux sordides crimes de droit commun. Toute la famille a été condamnée à mort. Le lendemain, les 27 hommes de la famille ont connu un sort similaire à celui de beaucoup de leurs victimes. Ils ont eu les jambes et les bras coupés et ont été laissés se vider lentement de leur sang sous la surveillance de leurs femmes. Les 20 et une femme furent brûlés comme des sorcières dans de grands incendies allumés en plein air. Ainsi, croit-on savoir partout, c'est ainsi que s'est arrêtée ce jour-là l'histoire de ce clan cannibale redoutable et redouté mené par un Alexander Bean sans foi ni loi. Mais non, ce serait trop simple. Les légendes sont tenaces et ont la dent dure. Car l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il se raconte le soir lors des longues veillées d'hiver, où l'on casse les noix, qu'une des filles de Alexander Bean, partie un jour du clan, différente sans doute, rebelle peut-être, avait fini par élire domicile à Girvan, pas très loin de là. Elle aurait planté un arbre appelé le Harry Tree, arbre où finalement elle aussi aurait été pendue après l'arrestation de sa famille et sa propre condamnation. Toujours selon la légende, si l'on se tient en dessous de l'arbre, il serait possible, si l'on prête bien l'oreille, d'entendre le bruit d'un corps pendu qui se balance au gré des rafales de vent. Pourtant, même si la légende tient ici le beau rôle, si la rumeur, la folle rumeur, colportée et rapportée, déformée, amplifiée, devenue incontrôlable au fil du temps, a grandi de façon démesurée, il ne semble faire aucun doute que certains éléments aient pu être réels, tout juste exacerbés par la monstrueuse légende de la famille Alexander Bean et les secrets toujours bien gardés d'une Écosse à nulle autre pareille. Vous êtes encore là? Personne n'a été malade? Tout va bien? Donc c'est la fin de cette légende. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous et bon appétit.